Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro d'Inside Catch Attack sur Johnny Catch. Aujourd'hui, on continue notre grande épopée dans laquelle on va découvrir ou redécouvrir ensemble l'époque qui m'a fait tomber amoureux, comme beaucoup d'entre vous, de notre belle passion. Cette semaine à Raw, on va avoir du très lourd, avec la scène qui a marqué toute une génération de fans. Un Triple H qui va faire exploser Vince McMahon au sens propre. Du catch plaisir avec le génial Shawn Michaels. Vous découvrirez aussi un match au concept hyper original qui devrait vous faire rire. Et une des meilleures promos de la carrière de JBL. Pour SmackDown, accrochez vos ceintures avec la rivalité entre Edge et Rey Mysterio qui continue dans un main event virevoltant. Un match de tataneurs surpuissant entre Batista et Mark Henry, sans oublier un VIP Lounge avec du Star Power puisque l'invité est nul autre que Ric Flair. Et vous aurez même droit à une promo rarissime à l'époque de l'Undertaker. Quant à l'ECW, il y a une grande question où le suspense est total. Est-ce que le show va relever le niveau après le ratage de l'édition précédente ? En tout cas, à la fin de chaque show, vous retrouverez ma note et en fin d'émission, on aura mon Power Ranking et la note de la semaine. Inside Catch Attack numéro 2, c'est parti ! C'est celui qui nous avait éblouis à la fin du dernier épisode de Raw avec un incroyable Whisper in the Wind du haut de la cage qui fait son entrée pour démarrer ce show. J'ai nommé Jeff Hardy. Il est très excité à l'idée d'avoir une chance pour le titre de la WWE au Royal Rumble et promet de mettre Randy Orton hors d'état de nuire dès ce soir. On sent que Jeff est vraiment en confiance, avec un look bien propre et fringant, contrairement à d'autres périodes où il était bien plus déconnecté et bouffi. La musique du Legend Killer retentit, et ce dernier apparaît sur le stage pour lui faire une proposition. Il lui demande un match pour le titre intercontinental, ce soir. Jeff va accepter sans sourciller, et lui répète que ce soir, il va le mettre hors d'état de nuire. Je trouve que ces deux-là vont vraiment très bien ensemble. Leurs échanges fluides et leur alchimie sautent vraiment aux yeux. C'est l'heure d'accueillir Ashley et ses beaux pyros pour ce qui sera un match de diva en 3 contre 3. Maria et Mickie James vont l'accompagner contre Melina, Jillian Hall et la championne féminine Beth Phoenix. La Glamazone va d'ailleurs faire le pin pour son équipe après ce match très court et asseoir sa domination sur la division féminine. William Regal est avec Monsieur McMahon dans une loge et il lui promet de battre Ric Flair ce soir et ainsi mettre un terme à sa carrière. Snitsky vient ensuite se présenter devant le président de la WWE en lui disant qu'il est déterminé à frapper fort. Et ça tombe bien, car Vince a une idée. Ce soir, il affrontera nul autre que The Game, Triple H. Le match suivant est pour une qualification dans le Royal Rumble, annonce Lilian Garcia, avant que le Heartbreak Kid Shawn Michaels ne débarque sous l'ovation du public. Michaels trouve ça absurde de devoir passer par un match de qualification, d'autant qu'il l'a déjà gagné 2 fois et a été en finale l'année dernière. Il lance un challenge à Mr. Kennedy, mais c'est la musique de Trevor Murdoch qui résonne dans l'Alabama Civic Center. Mr. WrestleMania est dominé pendant la première partie du match, ce qui m'étonne un peu. Mais une fois qu'il est lancé, il enchaîne Murdoch avec une vivacité qui m'a vraiment impressionné. Après avoir fait sa descente du coude, il arme son Sweet Chin Music, mais Murdoch parvient à l'esquiver. Michaels va directement le finir avec un figure 4 leg lock assez inhabituel pour lui, et remporte cet affrontement, validant ainsi sa qualification pour le match le plus fou de l'année. Kennedy apparaît sur le Titantron et nous parle de l'ego démesuré de Mr. WrestleMania. Il lui rappelle qu'il a le dessus sur lui depuis plusieurs semaines et lui donne rendez-vous la semaine prochaine pour lui offrir un dernier moment de gloire dans ce business. Michaels va ensuite claquer son Sweet Chin Music sur Murdoch qui venait vers lui pour l'attaquer de manière sournoise. Vince McMahon et son fils illégitime Hornswoggle sont tranquillement assis sur un fauteuil qui, je dois l'avouer, a l'air très confortable. Et le président de la compagnie va rappeler à l'Irlandais à quel point le Royal Rumble match peut être difficile. Pour l'y préparer, il prévoit une bataille royale ce soir dans laquelle son fils affrontera nul autre que Mr. Kennedy, Mankind et Batista, avec aussi d'autres surprises. C'est incroyable quand même je trouve, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Vince va se jeter sur le blondinet terrorisé et l'attraper au cou en lui rappelant qu'il est un McMahon et que tout est possible. On peut voir l'Irlandais vraiment traumatisé. Il faut avouer qu'il est vraiment attendrissant et touchant.
La foule se lève comme un seul homme pour accueillir Triple H, et son entrée est comme d'habitude une merveille. Entre les jeux de lumière en tout genre, sa musique légendaire et son intensité, on sent qu'on entre dans quelque chose de sérieux. Fini la comédie. Snitsky, qui tient à frapper fort ce soir, se présente face à lui, et son entrée est vraiment particulière, avec la caméra qui fait de grands mouvements, son Minitron et sa musique. On dirait vraiment qu'il sort d'un asile, et ça tombe bien, ce soir il retrouve le ce Weeble Assassin sur sa route. Le match, qui durera une dizaine de minutes, va être plutôt équilibré, jusqu'à ce que Snitsky veuille fracasser le crâne de son adversaire avec les escaliers. Ce dernier va esquiver, l'attaquer, mais réplique immédiatement avec des coups de chaise et le sledgehammer avant de le finir avec un pedigree surpuissant. The Game a bien évidemment été disqualifié et n'est toujours pas qualifié pour le Rumble. Au moment de quitter le ring, il va voir apparaître Monsieur McMahon sur les écrans du stage, et le grand patron va lui conseiller de se calmer. Et là, on va avoir une scène très forte symboliquement, puisque The Game va fracasser le Minitron avec son sledgehammer, provoquant de multiples explosions et surtout la disparition de Vince. On retrouve les deux hommes dans les couloirs de l'arène, et Vince est vraiment enragé. Il hurle sur le multiple champion du monde et lui dit qu'il aura sa qualification pour le Royal Rumble si, et seulement si, il remporte son match de la semaine prochaine. Je cache pas que je suis vraiment impatient de savoir contre qui ce sera, et si The Game va réussir à décrocher son ticket pour le match à 30. Une pluie de ballons rouges et noirs s'abat sur le ring pour accueillir John Bradshaw Layfield, dont le portrait illumine le Titantron. Il y a vraiment une quantité monumentale de ballons, et c'est assez original comme début de segment, notamment avec les dizaines de bruits de ballons qui explosent et le public qui s'amuse avec. Comment va ta nuque, Chris ? J'ai cru comprendre que tu avais eu un moment difficile lundi dernier, s'exclame-t-il, avant de nous montrer un best-of de son assaut ultra violent sur Y2J la semaine dernière. Je vais vous dire où est Chris Jericho. Il est chez lui, là où il aurait dû rester. Et quand je le trimballais au sol la semaine dernière, c'est comme si je vous trimballais, vous tous, qui croyez bêtement qu'il est votre sauveur. Poursuit le Texan, avant de fixer la caméra et de s'adresser directement aux enfants du Canadien. Vous avez vu ce que j'ai fait à votre père. Regardez-le, regardez les marques sur son cou. Regardez à quel point c'est un lâche. Chris, j'aimerais que tu regardes tes enfants et que tu leur dises que je suis meilleur que toi. Termine JBL, qui m'a vraiment impressionné dans cette promo. Il a pas lâché la caméra pendant une seconde et sait vraiment se montrer détestable au possible. Il va ensuite lever le poing plusieurs fois pour déclencher une armée de pyros, dont certains tout en haut du ring, ce que j'adore. On assiste à une vraie démonstration de pouvoir et de puissance dont je suis absolument fan. Voilà comment on construit un vrai personnage. Même moi, j'ai envie de lui mettre des claques et de déchirer son beau costume en lui enlevant son chapeau pour l'envoyer scruter la bourse à New York. Plus sérieusement, la rivalité est aussi bien brutale dans les actes que dans les mots, avec un aspect très personnel. Et je suis à fond dedans. Jericho doit absolument revenir et faire mordre la poussière aux Texans. Lilian Garcia nous annonce un mini Royal Rumble à 5. Et là, c'est complètement absurde. Après l'entrée de l'Irlandais, on a un mini Kennedy qui fait son apparition et qui n'arrive même pas à attraper le micro pour se présenter. Franchement, ça peut paraître goofy et de mauvais goût, mais moi, je suis archi fan. Ça sort de l'ordinaire, c'est original et pas désagréable à regarder. Mini Mankind entre par la suite et il limite vraiment super bien. Mais celui qui va vraiment m'achever, c'est le mini Batista et sa démarche ainsi que son imitation pendant les pyros. Il est exceptionnel. Il n'était pas annoncé et c'est Mini Kane qui débarque. Ça me tue vraiment que chaque mini version imite vraiment le catcheur original jusque dans le moveset. On a une Batista bombe et des spires par exemple. La musique du Great Khali résonne à présent. Alors qu'on s'attend à voir apparaître un mini Khali, c'est bel et bien l'original qui dévale la rampe avant de s'en prendre à Hornswoggle. Ni une ni deux, Finlay apparaît et massacre le géant indien avec son shillelagh avant de tataner Ranjit Singh avec une corde à linge. Le bagarreur de Belfast parvient encore à repousser les Indiens. Mais pour moi, c'est quand même pas top que cette histoire apparaisse à SmackDown et à Raw. Ça n'empêchera pas les Irlandais de nous gratifier d'une superbe danse bien drôle, alors qu'on aperçoit ensuite Randy Orton dans les vestiaires, en train de se préparer. Finlay a rejoint Monsieur McMahon dans sa loge, et il va l'attraper par le col en lui disant de respecter le deal qu'ils ont tous les deux. Vince l'informe qu'il va affronter Khali ce vendredi à SmackDown. Je me demande ce que c'est ce deal dont ils parlent tous les deux en tout cas. Finlay va le traiter de menteur et Vince lui conseille de se mêler de ses affaires. Wouh!
Wouh! Quel bonheur d'entendre la musique du Nature Boy Ric Flair, qui n'a pas d'autre choix que de remporter son match pour préserver sa carrière ce soir. Son adversaire William Regal va faire son entrée avec sa superbe musique Regality, et il est vraiment enragé. L'affrontement va durer un peu plus de 2 minutes et sera dominé par Regal mais remporté par Flair grâce à un roll-up pendant lequel il a baissé le slip de Regal alors que quelques secondes auparavant, c'était l'inverse et l'arbitre avait cette fois réprimandé Regal. Le GM de Raw va lui hurler dessus, mais c'est bel et bien Flair qui gagne ce match. C'est l'heure de notre main event, qui est quand même pour le titre intercontinental avec un champion contre champion. Randy Orton se présente en premier avant que Jeff Hardy court vers le ring. On sent que les deux ont hyper hâte que ça démarre. Mais la cloche sonne à peine que le Legend Killer envoie un énorme coup de pied dans les roubibis de son challenger. Incroyable bon sang! Attendez, ce show n'est pas terminé. Croyez-moi quand je dis que vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Hurle Orton avant de balancer Jeff en dehors du ring. Il enlève le tapis de protection et hurle sur l'arbitre. Qu'est-ce que j'aime cette version d'Orton, brutale et tarée. Les deux vont s'échanger coup pour coup sur la rampe avant d'arriver sur le stage. Le Legend Killer prend son élan pour envoyer un punt kick à son futur adversaire du Rumble, mais Jeff parvient à le contrer et le jette tout en bas du stage. Où est-il ? Demande Jim Ross. Orton a fait un véritable vol plané et Jeff Hardy commence à regarder en haut de l'énorme échelle en ferraille qui surplombe le stage. Il commence à grimper et on imagine tout de suite où il veut en venir. Le premier étage de la structure semble être un peu trop bas pour lui, alors il décide de monter d'un cran. Et là, il est vraiment haut le bougre. Les commentateurs sont pétrifiés, et là, Hardy va porter une Swanton Bomb de malade mental sur Orton. Incroyable! Immédiatement, une armée de médecins, arbitres et personnels en tout genre se jette sur les deux hommes pour assurer leur prise en charge. Jeff avait raison, ce soir, il a mis Orton hors d'état de nuire. Et en effet, le show n'était pas terminé et on n'avait pas envie de rater ça. Les deux superstars vont être évacués en civière et Jeff Hardy va lever la main et saluer le public qui lui répondra avec une belle ovation. C'est vraiment fort cette connexion que Jeff Hardy a réussi à créer avec la foule et cette manière qu'il a d'agir de manière spontanée et complètement inconsciente. Tel un chat, il retombe toujours sur ses pattes. Et avec son momentum qui ne cesse de croître, on peut largement envisager qu'il gagne au Rumble pour devenir un des rares hommes de l'histoire à détenir les titres de la WWE et Intercontinental en même temps. Que ce soit la storyline entre Jeff Hardy et Randy Orton qui a ouvert et fermé cette édition de fort belle manière, les segments avec Vince qui sont toujours géniaux, la promo de JBL avec sa démonstration de force et la scène marquante entre Triple H et le grand patron, le mini Rumble, ce show a vraiment été très solide. Avec environ 3,9 millions de téléspectateurs pour votre information, soit 300 000 de plus que l'édition précédente. Et je mets la même note que la semaine dernière, à savoir un solide 16 sur 20. Les seuls moments vraiment faibles concernent la division féminine et certains moments de la storyline entre Hornswoggle et Vince, qui sont parfois un peu trop nombreux, surtout en étant dans plusieurs shows. Après mon 2 sur 10 de la semaine dernière, j'espère que le show de ce mardi 15 janvier sera meilleur. Et on démarre très fort avec ni plus ni moins qu'un cutting edge avec le champion du monde poids lourd de SmackDown. Comme le dit Taz, on voit vraiment qu'il est en pleine confiance. Et j'avoue que démarrer cette édition par une telle superstar est vraiment top. Il nous propose de revoir les événements de la fin du dernier SmackDown. Et c'est juste un aperçu de ce qui peut arriver quand on cherche à embêter la Rated R Superstar. Edge accueille par la suite son invité, et alors que je m'attendais à ce que ce soit Chavo, j'ai eu la surprise de voir que c'était nul autre que le champion ECW en personne, CM Punk. On a donc les deux locomotives de l'ECW et de SmackDown ensemble sur le ring. Et je dois dire qu'ils vont bien ensemble. Punk se présente comme un champion compétitif, prêt à défendre sa ceinture à tout moment, et dit même à Edge qu'il peut le battre, ce qui ne manque pas de faire réagir la foule. La Rated R Superstar préfère en rire et lui dit qu'à une époque, il était comme lui, jeune et stupide. C'est pas SmackDown ici, c'est mon show, et je te le répète, je peux te battre à tout moment, déclare le Kid de Chicago, alors qu'on entend la musique de Chavo Guerrero. Le Mexicain lance un challenge à Punk, qui accepte, mais sans vraiment le prendre au sérieux. Chavo et Edge s'en prennent au champion ECW et vont jusqu'à le jeter contre le poteau de coin du ring. Nous avons notre main event. CM Punk versus Chavo Guerrero.
Le champion du monde poids lourd quitte le show. Il en a assez vu, comme le dit Joey Styles. Le Shaman of Sexy John Morrison et son acolyte The Miz font leur entrée tour à tour. Et ce soir, ils vont facilement battre les Highlanders dans un match oubliable. Une musique exotique, une belle plage, et c'est l'heure de découvrir une nouvelle vignette de Kofi Kingston. Tout va bien sur ce lieu paradisiaque, jusqu'à ce que deux individus commencent à se disputer. Heureusement, Kofi est là pour rétablir l'ordre. Et comme il le dit, même au paradis, parfois, il faut sortir les poubelles. C'est l'heure de faire monter la température, avec l'entrée de Kelly Kelly qui nous offre une petite danse en tenue légère, mais nous annonce que ce sera encore mieux la semaine prochaine lorsque la WWE passera en HD avec un body contest entre elles-mêmes, Layla et Lena. Le pauvre Colin Delaney est sur le ring avec Taz, et toujours en PLS, alors qu'on nous remontre toutes les tatanes qu'il a subies ces dernières semaines, au point où Joey Styles se demande comment il peut encore tenir debout. Cette semaine, tu vas affronter un ancien champion de la WWE, lui annonce Taz, avant qu'une explosion se produise sur le stage. Et oui, c'est bel et bien Kane qui va venir ratatiner le jeune homme. Un big boot, un power slam et un choke slam absolument énorme plus tard, le Big Red Monster n'a plus qu'à lever le bras et faire exploser les coins de ring pour célébrer sa victoire express. Je dois dire que j'adore vraiment cette version de Kane, son personnage hyper instable et taré, sa musique, toute la mise en scène autour de son personnage, je suis fan. Armando Estrada, le general manager de l'ECW, demande à Punk s'il est en état de combattre ce soir. Et pas besoin de faire des plus et des moins pour le champion, c'est oui. Le très athlétique Shelton Benjamin traverse la rampe pour rejoindre son adversaire Nunzio qui est déjà sur le ring. Le public, qui est quand même hyper calme ce soir, ne réagit à rien. Il y a littéralement aucun bruit. Et ça doit être difficile d'évoluer dans cette configuration pour les catcheurs, notamment pour Shelton, qui tente de les réveiller avec ses qualités athlétiques. Le Gold Standard remporte cet affrontement dans un silence de cathédrale. Et il va prendre le micro pour hurler que rien ne le stoppera, avant de faire son finisher à l'italien. On voit bien qu'on essaye de nous montrer Shelton comme un potentiel vainqueur du Rumble match. Mais très sincèrement, c'est pas crédible pour un sou. C'est l'heure de notre main event de la soirée. Et si Chavo bat Punk, il aura une nouvelle chance pour le titre de ce dernier. À la grande surprise des commentateurs qui le croyaient parti, c'est bien Edge qui fait son entrée pour aller directement prendre place à leur côté. Ça fait bizarre de voir le main event d'un show se dérouler tranquillement, alors qu'aux commentaires on parle de tout sauf ça, et notamment de Rey Mysterio et de la relation entre Edge et Vicky. Punk passe son temps à vendre l'attaque subie en début de show en se tenant le bras, et ça le bride complètement, ce qui fait que le match est vraiment plus que moyen, manquant cruellement de rythme. Chavo va projeter Punk hors du ring en explosant au passage son bras contre la corde, et alors qu'il distrait l'arbitre, Edge va fracasser l'arrière de son crâne avec sa ceinture. Scott Armstrong va faire le compte de 10 et le Mexicain remporte ce match, validant ainsi son ticket pour un match de championnat contre le Kid de Chicago dès la semaine prochaine. Edge et Chavo se regardent et le courant semble bien passer entre les deux hommes, alors que Punk gît sur le sol. C'était bien meilleur que la semaine dernière, mais on a quand même encore trop de temps faible et aucune storyline qui suscite vraiment un intérêt. Malgré tout, on a eu la présence d'Edge et une confrontation plutôt marquante avec Punk et une fin de show quand même intéressante. C'est pourquoi je mets un 4 sur 10 encourageant pour cette édition de l'ECW qui avait attiré 1,3 million de téléspectateurs, comme la semaine dernière. Avant de passer à SmackDown, j'aimerais prendre un très court instant pour vous demander de mettre un petit like si vous êtes fan de cette immersion dans l'époque Catch Attack. C'est pas grand chose pour vous, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Avec le petit abonnement qui va bien, vous me mettez royal. Gong, gong, gong. Des flammes et de la fumée recouvrent le stage pour préparer l'arrivée de celui qui a remporté le dernier Royal Rumble en date. Le Deadman, le Phenom, celui qui compte 15 victoires à WrestleMania, l'Undertaker. Ce n'est pas souvent que je me pointe ici pour prendre un microphone dans mes mains, car la plupart du temps, je n'ai pas grand chose à dire. J'agis. Dans 9 jours, je vais me présenter dans le ring au Royal Rumble. Je suis ici pour avertir les 29 autres participants qui vont se présenter dans le ring face à moi. Si vous vous mettez en travers de mon chemin, vous périrez. Si vous entrez dans ce ring, vous allez demeurer en paix.
déclare le Phenom, et il a à peine le temps de finir qu'on entend la musique du mastodonte Big Daddy V, accompagné par Matt Striker. Il y a une différence de taille entre ce Rumble et celui de l'année dernière. Il n'y avait pas Big Daddy V. Striker demande au Taker comment il compte s'y prendre pour faire sortir un tel monstre du ring. Le colosse se dirige ensuite vers le ring, mais le Taker ne le laisse même pas y entrer. Les deux s'attaquent jusqu'à ce que l'Undertaker balance Big Daddy V dans l'escalier. Les fidèles de la chaîne le savent, et on a toute une série qui lui est consacrée. Je suis absolument fan de Big Daddy V. C'est tout ce que j'aime, et j'adore quand il est là. Je suis captivé. Voici venir une autre superstar que j'adore, le Great Khali, accompagné par son manager Ranjin Singh. Et on se souvient qu'au dernier Raw, il a attaqué Hornswoggle avant d'être tatané par le bagarreur Finlay. Ça tombe bien, ces deux-là vont s'affronter et régler ça ce soir. Je trouve personnellement que la musique de l'Irlandais manque de caractère et qu'il aurait vraiment pu avoir mieux. Pourtant, j'y suis attaché vu qu'elle me rappelle d'excellents souvenirs. Mais honnêtement, une meilleure musique aurait servi son personnage. Khali m'a vraiment impressionné en début de match, en bloquant Finlay dans un coin et en lui mettant d'énormes coups de pied en se tenant à la corde. Le géant indien va dominer outrageusement et vraiment faire de l'Irlandais ce qu'il veut. Et ça m'étonne un peu. Finlay en sort vraiment affaibli. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est une distraction d'Hornswoggle qui va lui permettre de faire un low blow à l'Indien pour commencer à construire du momentum. Cela n'empêchera pas le géant de démolir le bagarreur irlandais avec son Punjabi Plunge, puis un Vice Grip dévastateur, lui permettant de remporter une victoire on ne peut plus logique. Edge est dans une loge avec sa dulcinée Vicky Guerrero, sans oublier l'exceptionnel Teddy Long qui se tient stoïque à côté d'eux. La Retidar Superstar est vraiment fringante avec son beau t-shirt, sa ceinture, son bronzage. Il est vraiment méga classe. Et au moment où il s'apprête à embrasser Vicky, c'est Chavo qui apparaît pour faire son mea culpa. Le Mexicain regrette d'avoir mal parlé à Vicky la semaine dernière et propose au couple de s'associer pour former une famille heureuse et unie. A priori, le title shot offert par Edge à Chavo dans le main event du dernier épisode de l'ECW a travaillé ce dernier et a transformé sa vision. Deuce et Domino sont sur le ring et attendent leurs adversaires du soir, à savoir le duo formé par le sympathique Jimmy Wang Yang, qui a été nommé superstar la plus sous-estimée de 2007 par le WWE Magazine, et Shannon Moore. Je suis d'accord que Wang Yang a vraiment du potentiel, un vrai personnage sympa et des aptitudes évidentes dans le ring. Le voir dans une vraie storyline serait vraiment top, même si j'imagine qu'au micro, c'est pas trop ça. Le match propose de belles séquences et c'est avec un superbe moonsault que Jimmy Wang Yang validera le tombé pour la victoire, qu'il fêtera par une petite danse dont je suis fan. Vince McMahon est excédé par Finlay et lui fait savoir. Ce dernier s'est fait laminer par Khali et le grand Manitou espère que ça lui a remis les idées en place. L'Irlandais s'excuse de l'avoir traité de menteur à Raw et Vince lui annonce qu'il affrontera à nouveau l'Indien la semaine prochaine. Cette fois-ci dans un Belfast Brawl. Ce qui devrait tout logiquement avantager l'homme qui aime la bagarre. C'est parti pour un bon gros shot d'adrénaline avec l'entrée de l'animal Batista. Boum! De vous à moi, je regrette vraiment de pas le voir dans une vraie storyline, surtout qu'il y a la place pour une deuxième histoire prenante à SmackDown. Je comprends qu'on est surtout en attente du Rumble et qu'il faut un peu meubler d'ici là, mais quand même, ça n'empêche pas de proposer un programme plus consistant pour l'animal. C'est ma critique pour SmackDown en ce moment. La plupart des main eventers errent en attendant le Royal Rumble, et ça manque d'intrigue. Par contre, je suis ravi de voir débarquer son adversaire, Mark Henry, parce que je trouve que l'affiche a de l'allure. Deux animaux vont se rentrer dedans, et ça aussi, c'est tout ce que j'aime. C'est le World's Strongest Man qui domine le début de rencontre, et j'ai adoré ce petit moment où les deux se sont fait face en surlant dessus. Voilà comment impliquer quelqu'un dans un match, faire sentir de la tension. J'ai vraiment trouvé Henry ultra violent à plusieurs moments, notamment une projection sur le ring et une dans l'escalier. On sentait vraiment l'animal ébranlé. Big Dave va réussir à esquiver plusieurs mouvements d'Henry avant de lui porter un premier énorme spear avant d'en enchaîner un autre juste derrière. Henry se relèvera au compte de 2 avant de tenter un saut sur l'animal au sol qui va une nouvelle fois le contrer et enchaîner avec son Spinebuster pour la victoire. J'ai vraiment bien aimé cette rencontre, avec ce côté très rude d'Henry, et Batista qui a été ultra efficace en esquivant certaines prises au bon moment, et en allant droit au but avec des prises surpuissantes. On nous présente un spot publicitaire pour le Royal Rumble que je trouve incroyable personnellement.
Les catcheurs entrent dans le métro et une fois que les portes se ferment avec un bruit de cloche, ça part totalement en vrille et ils se tatanent tous. J'adore. Si je vous dis Montel Vontavious Porter, canapé en cuir, tapis noir et agent de sécurité imposant, vous me répondez ? VIP Lounge everybody, ben oui. Ce soir, l'invité est prestigieux puisqu'on accueille le 16 fois champion du monde, Ric Flair. Les deux hommes se checkent chaleureusement avant que Flair ne remercie MVP pour son introduction, mais il n'en a pas besoin car tout le monde sait qui est Ric Flair. J'étais dans des VIP Lounge avant même que tu sois né, s'exclame Ric Flair, non sans nous avoir gratifié d'une petite danse Nature Boy style. L'athlète le mieux payé de l'histoire de SmackDown lui promet de le battre au Rumble et ainsi mettre fin à sa carrière. Le 16 fois champion du monde lui dit qu'il l'aime bien lui et son look et qu'il lui rappelle un certain Ric Flair. Mais tout bien réfléchi, pas vraiment. Ce dernier enlève sa veste et propose d'avancer le Royal Rumble à ce soir, maintenant, tout de suite. Mais MVP n'est pas de cet avis. On attend le Madison Square Garden, papy, et tout le monde verra que le meilleur de tous les temps n'est pas meilleur que MVP. Flair claque un anathème sur l'homme aux chaînes qui scintille et quitte le ring, non sans un WOW! Michelle McCool fait son entrée pour affronter la gagnante du Divas Search de 2006, Layla. Et il lui faudra un peu moins de 4 minutes pour faire un pin victorieux sur la Britanno-Marocaine. Le réel intérêt de cette rencontre était surtout que les commentateurs ressassent ce qui s'est passé la semaine dernière avec Chuck Palumbo, j'ai l'impression. On nous présente un clip avec une diva qui va bientôt démarrer dans le show bleu. Eve, une vraie bombe latine qui a l'air très athlétique et pétillante. À suivre. Tiens, voici Michelle McCool dans le vestiaire et un livreur qui vient lui apporter des fleurs. Qui ça peut bien être, pardi ? Chuck Palumbo, bien sûr. Ce dernier apparaît et s'excuse à Michelle avant de lui faire un câlin, ce qui va excéder l'affreux Noble qui apparaît et trouve ça scandaleux. McCool leur demande de bien se tenir et les deux sont d'accord. Ils le font pour Michelle. Rey Mysterio est dans les couloirs de l'arène et croise Vicky en se dirigeant vers le ring. Cette dernière lui souhaite bonne chance pour ce soir, mais Rey ne croit pas en son cinéma. La Retidar Superstar Edge apparaît avec un superbe haut pour notre main event, dans lequel il sera en équipe avec Chavo Guerrero contre Rey Mysterio et CM Punk. Quel look pour Edge, la classe absolue. Ce match fait parfaitement sens vu ce qu'il se passe en ce moment à SmackDown et à l'ECW. Mais je suis pas hyper fan que l'ECW soit une sorte d'annexe du show bleu, je dois l'avouer. Chavo continue de travailler le bras gauche de Punk, qu'il avait amoché mercredi. Et ce sera peut-être la clé de leur match de mardi prochain pour le titre de l'ECW. L'alchimie entre les deux n'est pas mauvaise, mais pas non plus exceptionnelle. Contrairement à celle entre Edge et Ray, qui vont très bien ensemble, je trouve. Mysterio va nous proposer une superbe séquence fluide et spectaculaire sur Chavo, avant de faire son 619, et au moment où il va pour faire le saut final, Edge le tatane avec une chaise. L'arbitre Jimmy Corderas, dont vous pouvez trouver une interview ultra intéressante sur la chaîne, demande à ce qu'on sonne la cloche. Disqualification immédiate. La Retidar Superstar et son nouvel associé tatanent chacun leur tour Punk puis Mysterio, avant de se regarder avec amour et de se faire un énorme câlin. Le show se termine avec les deux acolytes levant les bras au ciel, sous les huées de la foule. C'est une édition de SmackDown que j'ai trouvée relativement agréable, même si, comme je l'ai dit précédemment, je regrette que la plupart des têtes d'affiche errent en attendant le Rumble. Le show manque selon moi d'une deuxième storyline porteuse, et c'est finalement celle entre Chavo et Punk qui a eu ce rôle. Et non seulement ce n'est pas sa place, mais en plus, tout est concentré en main event. J'ai bien aimé le match entre Batista et Mark Henry, ainsi que la confrontation entre le Taker et Big Daddy V. Le VIP Lounge était pas mal, mais encore une fois, l'alchimie de MVP avec son futur adversaire n'est pas flagrante. Toute l'histoire avec Noble, Palumbo et Michelle me laisse de marbre jusqu'à présent. Et je regrette que celle entre Edge et Rey n'ait pas continué dans de la profondeur et de l'humain, comme la semaine dernière. Et on notera que cette émission a intéressé 3,1 millions de téléspectateurs. Pour tout ça, je mets la même note qu'au précédent show, à savoir 12 sur 20. Et j'attends vraiment de SmackDown une meilleure structure et surtout une meilleure utilisation des têtes d'affiche. En numéro 3 cette semaine, je place JBL, que j'ai trouvé incroyable dans sa promo à Raw et sa démonstration de force. Il incarne parfaitement son personnage et sait vraiment parfaitement se faire détester. Il a réussi à rendre son histoire avec Jericho encore plus profonde qu'elle ne l'était déjà. Et c'est vraiment excellent. C'est Triple H que je décide de placer à la deuxième place cette semaine,
tant je le trouve intense et très intéressant à suivre dans cette course à la qualification pour le Rumble Match. La première marche du podium reste inchangée, puisque c'est Jeff Hardy qui est mon numéro 1, avec une nouvelle fois un spot mythique à la fin d'Euro, mais aussi une vraie mentalité de tête brûlée qui accepte un challenge pour son titre sans sourciller et lui correspond à merveille. Avec un 16 sur 20 pour Raw, un 4 sur 10 pour l'ECW et un 12 sur 20 pour SmackDown, on a une moyenne de 13, soit un point de plus que la semaine dernière. La semaine prochaine sera sans doute très intéressante, avec le passage à la HD et une WWE qui voudra sans doute marquer le coup, ainsi que les derniers weeklies juste avant le Royal Rumble. C'est ainsi que se termine notre deuxième numéro d'Inside Catch Attack. Et comme vous le savez, ce que je veux par-dessus tout, c'est partager cette épopée tous ensemble. Alors j'ai des questions pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé des shows cette semaine? Quelle storyline suscite le plus votre intérêt? Qui est-ce que vous mettez dans votre Power Ranking? Et quel show a été le meilleur selon vous? Venez dire tout ça dans les commentaires en tatanant le bouton like au passage et en vous abonnant. Vivons ensemble cette merveilleuse aventure chaque semaine. Et je suis impatient de découvrir la suite au prochain numéro!